trompé et pensait s'en sortir indemne. Mais en silence, j'ai planifié chaque détail de ma réponse la plus froide. Aujourd'hui, il en subit les conséquences. Sans même savoir d'où elles viennent. J'ai découvert que mon mari me trompait avec une femme prénommée Fernanda. Au lieu de me disputer, de pleurer ou de supplier, je me suis assise, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à planifier. Et lorsque mon plan fut prêt, je l'ai laissé tomber tout seul, et le pire, sans même se rendre compte que tout faisait partie de ma vengeance. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que le coup final serait le plus silencieux de tous. La vérité, c'est qu'on ne s'attend jamais à ce que la personne qu'on aime le plus devienne justement celle qui va nous détruire. Et peut-être que le pire, ce n'est pas la trahison en elle-même, mais le fait qu'on ait tellement confiance, qu'on ne se rende même pas compte qu'on est prise pour une idiote pendant tout ce temps. Je suis une femme tout à fait ordinaire. J'ai 35 ans, je travaille comme analyste en informatique, je mène une vie calme et simple, et j'ai toujours été du genre à placer la loyauté au-dessus de tout. J'ai rencontré Carlos lorsque nous étions encore à l'université. Il étudiait le design graphique et avait toujours ce côté spontané et charmant qui attirait tout le monde autour de lui. Il ne nous a pas fallu longtemps pour tomber amoureux. Nous nous sommes mariés 2 ans après l'obtention de notre diplôme et, jusqu'à récemment, j'aurais juré vivre un mariage heureux. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. J'ai commencé à me méfier lorsqu'il a changé le mot de passe de son téléphone et s'est mis à dormir avec l'appareil sous l'oreiller. Quand je lui ai demandé pourquoi ce changement, il m'a répondu que c'était pour des raisons de sécurité, qu'il y avait des informations professionnelles et des clients qui exigeaient de la confidentialité. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai laissé passer. Peu à peu, sont venus les sourires dissimulés devant l'écran, les sorties soudaines avec des amis, les réunions de travail qui duraient jusqu'après minuit. J'ai commencé à me sentir comme une invitée dans ma propre maison. J'ai essayé de parler. J'ai été ignorée. Il me disait que j'étais paranoïaque, que je devais lui faire plus confiance. C'est là que j'ai commencé à observer. J'ai installé une application sur mon ordinateur portable pour surveiller l'activité du réseau Wi-Fi. Rien de trop intrusif, juste pour repérer des schémas d'utilisation. J'ai découvert que son téléphone se connectait souvent à la même adresse IP aux heures de ses réunions. C'était un appartement à une 20aine de minutes d'ici. En effectuant une recherche rapide, j'ai découvert qu'il appartenait à une certaine Fernanda, qui, par coïncidence, était une ancienne camarade d'université de Carlos. Une femme qui avait toujours été la rigolote et qui, un jour, m'avait dit que j'étais chanceuse d'avoir réussi à mettre le grappin sur Carlos. La semaine suivante, il m'a dit qu'il passerait le week-end chez sa sœur pour aider avec les neveux. Je savais que c'était un mensonge. Le samedi soir, j'ai garé ma voiture à 2 rues de l'adresse de cette fameuse Fernanda. J'ai attendu. Vers 20h, il est arrivé. Seul. Il est entré avec une clé. Pas de sonnerie, pas de formalité. Comme s'il vivait là. Je suis restée assise dans la voiture, paralysée. Vous savez, quand votre esprit veut exploser mais que votre corps ne réagit pas. C'était exactement ça. Il m'a fallu 1 heure pour reprendre la route et rentrer chez moi. Et tout ce temps, je ne cessais de penser, pourquoi ? Le dimanche, il est rentré avec un sac de pâtisserie, comme s'il avait vraiment rendu visite à ses neveux. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il était épuisé. J'ai souri. Simplement souri. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pas par tristesse. Pas par déception. Mais parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'allais pas le confronter. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas faire de scandale. J'allais me venger. Mais pas de façon impulsive. Ce serait la vengeance la plus froide et la plus douloureuse qu'il puisse imaginer. J'ai passé les semaines suivantes à monter ce que j'ai appelé l'opération miroir brisé. Parce que tout ce qu'il projetait est l'image parfaite d'un mariage heureux, celle d'un professionnel exemplaire, serait réduit en miettes. Un éclat à la fois. D'abord, j'ai créé un faux profil sur LinkedIn en me faisant passer pour un recruteur. J'ai contacté Fernanda, l'amante, en lui proposant un poste très attractif dans une entreprise renommée, située dans un autre État. Le processus serait entièrement à distance, avec des entretiens fictifs programmés à des heures bien précises.
Tout cela pour perturber leur relation cachée. Ensuite, j'ai commencé à rassembler des preuves. Capture d'écran de conversation, relevé de localisation, images des caméras de sécurité de l'immeuble de Fernanda. Oui, j'ai payé une connaissance qui vit dans le même immeuble pour y avoir accès. Chaque élément allait dans un dossier que j'ai nommé « Final ». Il était bien rempli. Pendant ce temps, je continuais à agir normalement. Je préparais des dîners, je lui apportais le café au lit, je laissais des mots tendres. Il a même commencé à se sentir coupable. Parfois, je surprenais ses yeux embués sans raison apparente. Comme s'il commençait à comprendre ce qu'il était en train de détruire. Mais il était déjà trop tard. Le moment décisif arriverait le jour de notre anniversaire de mariage, 2 mois plus tard. Carlos pensait que j'avais oublié, mais j'avais prévu quelque chose de spécial. J'ai invité ses parents, ma famille, quelques amis proches, même des collègues de travail. J'ai fait croire à une cérémonie de renouvellement de vœux surprise. Un beau dîner dans une salle louée. Tout payé par moi. Tout planifié dans les moindres détails. Y compris le projecteur installé sur le mur principal. Et la clé USB qui y serait connectée. Au moment du toast, avec tout le monde souriant, je prendrai le micro. Mise à jour 1. Eh bien, le grand jour est arrivé. Dans les jours qui ont précédé le dîner, Carlos s'est montré étrangement plus affectueux. Il s'est mis à cuisiner pour moi, à me complimenter sans raison, il a même recommencé à porter ce parfum qu'il utilisait au début de notre relation. Si j'avais été la même idiote qu'avant, j'aurais peut-être cru qu'il retombait amoureux de moi. Mais non. C'était de la culpabilité. Et de la peur. Au fond de lui, il sentait que quelque chose allait se passer. Le matin de notre anniversaire de mariage, je me suis réveillée avec un petit mot de sa part sur la table du petit déjeuner. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai hâte de te surprendre ce soir. C'en était presque comique. Il voulait me surprendre. Il n'avait aucune idée. L'événement était prévu pour 20 heures, dans une petite salle élégante que j'avais louée dans une propriété à la périphérie de la ville. J'avais pris soin de chaque détail, lumière tamisée, musique romantique, fleurs rouges, table ornée de bougies. Tout était du plus grand goût. Je donnais l'impression d'être une épouse follement amoureuse. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Carlos est arrivé à 19h45, accompagné de sa mère qui portait une longue robe bleu nuit, les cheveux relevés avec une barrette que je lui avais offerte il y a des années. Elle rayonnait. Pas à cause de moi. Mais à cause de ce qu'elle croyait être une reconstruction de notre couple. À peine entré, il a été chaleureusement accueilli par plusieurs invités. Tous heureux. Tous dupes. Je l'ai accueilli avec un sourire serein. Je l'ai embrassé sur les lèvres. Il m'a répondu, presque en larmes. Merci de ne pas avoir abandonné. Il ne savait pas que j'avais déjà abandonné. J'ai attendu que tout le monde ait dîné. Nous avons ri, trinqué, discuté. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à chacun de s'asseoir. J'ai pris le micro et expliqué que j'avais préparé une petite présentation pour retracer notre parcours en tant que couple, une façon de se rappeler pourquoi nous étions là. Les lumières se sont éteintes. Le projecteur s'est allumé. Les premières images étaient inoffensives, notre mariage, la lune de miel, de vieux voyages, des anniversaires, des fêtes avec des amis. Carlos souriait, ému. Il m'a même pris la main. Puis, l'écran est devenu noir. Et un titre en blanc est apparu, La vérité sur Carlos. Quelques secondes plus tard, ont commencé à défiler des captures d'écran de messages entre lui et Fernanda. Des messages explicites. Des enregistrements audio où il l'appelait « ma véritable femme ». Des vidéos de lui entrant dans son appartement, datées et horodatées. Un enregistrement de la caméra de l'immeuble les montrant en train de s'embrasser dans l'ascenseur. La salle est restée dans un silence absolu. Certaines personnes se sont regardées. Sa mère s'est couvert la bouche. Son père, habituellement silencieux, a lâché un « mon Dieu » presque en chuchotant. Carlos est resté figé. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés, sous le choc. J'ai continué à parler, comme si tout faisait partie du programme.
Voilà le genre de souvenirs qu'on ne trouve pas dans un album de mariage, mais qui font tout de même partie de notre histoire, n'est-ce pas, Carlos? Il a commencé à balbutier quelque chose comme « Ce n'est pas ce que tu crois », cette phrase ridicule que tous les traîtres pensent efficace. J'ai eu du mal à retenir un sourire. J'ai poursuivi. Va, et pour dissiper tout doute, j'aimerais lire une lettre. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. C'était sa lettre de licenciement. Je l'avais envoyée à son entreprise par email, avec les preuves de la trahison en pièces jointes. Fernanda était la cliente principale de la société. Le conflit d'intérêts était inacceptable. Et il avait été facile de les convaincre que sa conduite était contraire à l'éthique. J'ai conclu. Tu m'as trompé avec Fernanda. Tu n'as plus d'emploi, plus de crédibilité, et à partir d'aujourd'hui, plus de moi non plus. Je lui ai remis une chemise cartonnée. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce. Déjà signés par moi. Carlos est entré en panique. Il s'est mis à pleurer, à trembler, à supplier. Il disait que c'était une erreur, qu'il m'aimait, qu'il regrettait. Toute la salle assistait à la scène, gênée. Je me suis contentée de répondre. Tu as choisi cette fin. Moi, je n'ai fait qu'écrire les dernières lignes. Je suis sortie de la salle. En allant vers ma voiture, je l'ai entendu crier mon nom. Je ne me suis pas retournée. Quelques jours ont passé depuis cette nuit-là. J'ai appris que Fernanda avait disparu. Littéralement. Dès qu'elle a découvert l'entretien d'embauche qui n'avait jamais existé, et vu le nom de la fausse entreprise que j'avais inventée, elle a compris qu'elle était tombée dans un piège. Elle a bloqué Carlos partout. Supprimé ses réseaux sociaux. Quitte la ville. Apparemment, elle avait un mari et des enfants dans une autre ville, ce qui rendait le tout encore plus pathétique. Carlos m'a envoyé plusieurs messages. Certains pour demander pardon. D'autres pour m'insulter. D'autres encore pour dire que j'avais été trop cruelle. Je n'ai répondu à aucun. Il vit toujours dans l'appartement que nous partagions, mais j'ai déjà entamé les démarches pour vendre ma part. Pour l'instant, je loge chez un ami, en réfléchissant à la suite. Mais ne croyez pas que c'est terminé. Ce n'était que le premier acte de ma vengeance. Il y a encore plus à venir. Mise à jour 2. Je pensais qu'après cette nuit-là, il disparaîtrait de ma vie. J'avais tout fait de manière propre, publique et définitive. Le dîner avait été le coup de grâce. Mais j'avais sous-estimé l'orgueil blessé de quelqu'un comme Carlos. L'homme qui m'avait trahi n'était pas seulement infidèle, il était vaniteux, narcissique, rancunier. La honte devant la famille, les amis et même les collègues de travail est devenue le carburant d'autre chose. Il voulait détruire ma réputation comme j'avais détruit la sienne. Les premières semaines furent silencieuses. Rien de plus que des messages vides, des tentatives pathétiques de m'appeler au milieu de la nuit, et des audios larmoyants affirmant qu'il s'était tué émotionnellement et qu'il avait seulement fait ça parce qu'il se sentait seul dans notre mariage. Oui. Maintenant, c'était de ma faute. Mais le silence a pris fin lorsque j'ai reçu un email du service de conformité de mon entreprise. Un anonyme évidemment, c'était lui. Il avait envoyé une plainte affirmant que j'avais utilisé les ressources de l'entreprise pour espionner des gens, que j'avais violé la vie privée et que j'étais émotionnellement instable. J'ai eu une conversation avec les RH. J'ai montré des preuves que je n'avais utilisé aucune ressource de l'entreprise et précisé que la plainte relevait d'un conflit personnel, sans aucun fondement. Ils ont compris heureusement, j'ai une réputation irréprochable au travail. Mais les graines du doute étaient déjà semées. Quelques jours plus tard, les rumeurs ont commencé. Des amis communs ont cessé de répondre. J'ai appris qu'ils racontaient que j'étais contrôlante, obsédée, que je l'espionnais depuis des mois et que j'avais un côté sombre. Un de nos amis les plus proches m'a appelé, gêné, pour me demander si c'était vrai que j'avais fabriqué la vidéo du dîner avec de l'intelligence artificielle. Sérieusement. Il a essayé de prétendre que j'avais tout truqué. Que j'avais manipulé les audios, les vidéos, les captures d'écran. C'est là que j'ai compris, je devais le démasquer à nouveau. Pas seulement avec des preuves, ça, je l'avais déjà fait. Mais je devais montrer qui il était vraiment. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde.
J'ai commencé à recueillir des témoignages d'anciens collègues et amis qui s'étaient éloignés de lui au fil des années. Des gens que, à l'époque, je pensais avoir simplement perdu de vue. J'ai découvert que Carlos avait toujours eu un passé manipulateur, des histoires d'amitié brisées, de mensonges, de petites arnaques. Il utilisait les gens comme des pions et les jetait lorsqu'ils ne lui étaient plus utiles. D'ailleurs, une ancienne collègue de travail m'a confié que Carlos avait tenté de saboter son mariage, des années auparavant. J'ai rassemblé tout cela dans un dossier. Mais je ne voulais pas exposer à nouveau de manière publique, comme la première fois. Ce serait répétitif et me placerait au même niveau que l'image qu'il essayait de projeter de moi. Au lieu de ça, j'ai décidé de semer les graines de sa propre chute. J'ai commencé à envoyer anonymement ses témoignages avec preuves, captures d'écran, messages aux personnes de son entourage. Mais pas tout d'un coup. Un par un. Chaque nouvelle fuite faisait qu'un ami de plus s'éloignait. Chaque message anonyme était comme un éclat de verre venant entamer l'image parfaite qu'il essayait encore de maintenir. L'effet a été dévastateur. Son cercle social s'est réduit à une vitesse inquiétante. Une amie commune m'a dit que Carlos s'était mis à poster des phrases spirituelles sur Instagram, comme s'il entamait un cheminement personnel. Du genre, soit la paix que le monde te refuse, ou la vérité finit toujours par éclater. Ironique. Au milieu de tout ça, il a essayé de se rapprocher de ma patronne. Oui, il est allé la voir en personne. Il lui a dit qu'il était inquiet pour moi, qu'il pensait que j'étais déprimée, que je n'étais plus la même. Une tentative pour me discréditer. Ma patronne m'a convoquée, plus inquiète qu'accusatrice. Je lui ai tout raconté. De la trahison aux tentatives de diffamation. Je lui ai même montré le dossier. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit. Il a l'air plus obsédé par toi que l'inverse. Et c'est là qu'est venu le coup final. J'ai découvert que Carlos participait à un processus de recrutement pour une agence internationale de design. Un poste à distance, mais avec une grande visibilité. Il en parlait sur les réseaux comme s'il avait déjà un pied dedans. C'était sa nouvelle version, son nouveau départ. Mais l'entreprise demandait des références. Et parmi elles, figurait justement l'une des personnes qui m'avait envoyé des témoignages sur son comportement toxique passé. J'ai passé un coup de fil discret. Je n'ai pas demandé à lui nuire. J'ai simplement dit la vérité. 2 semaines plus tard, j'ai vu un post sur son Instagram supprimé moins d'1 heure après 10 ans. Certaines portes se ferment par jalousie et sabotage. Mais tout revient. Je reviendrai. Il n'est pas revenu. Son monde a commencé à rétrécir. Sans emploi stable, avec un nom entaché sur le marché, abandonné par ceux qui autrefois l'applaudissaient, Carlos a commencé à dépérir. Un ami commun m'a dit qu'il était retourné vivre temporairement chez ses parents. Et qu'il passait ses journées enfermé dans sa chambre, invisible, silencieux. Est-ce de la pitié que j'ai ressentie? Non. C'était du soulagement. Mais je n'en avais pas encore fini. Il a détruit celle que j'étais. Il a tué une version de moi qui ne reviendra jamais. Et ça mérite plus qu'une simple exposition. Ça mérite l'oubli. La prochaine étape de ma vengeance consiste à effacer toutes les traces de lui de ma vie et à le laisser se souvenir de moi chaque jour, sans rien pouvoir y faire. Cela commence dans la prochaine mise à jour. Parce qu'il reste encore le dernier mouvement. Et il est silencieux. Mise à jour 3. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais qu'il se souvienne. Parce que la souffrance passe. La douleur, la honte, même l'humiliation publique, avec le temps, tout cela peut être atténué, rationalisé, transformé en discours de résilience. Mais le doute? Le doute ronge. Et c'est exactement ce que j'ai préparé comme ultime partie de ma vengeance, un fantôme. Un vide dans l'âme. Une cicatrice invisible, sans explication. J'ai commencé par la base, tout effacé. Photos, vidéos, messages, souvenirs. Réseaux sociaux? Silence absolu. J'ai tout remis à zéro, rien qui puisse indiquer où j'étais ni avec qui. Je suis devenue une ombre. Ensuite, j'ai bloqué tous les canaux par lesquels il aurait pu me joindre, téléphone, email, WhatsApp.
Même avec mon numéro fiscal, il ne pouvait plus rien consulter. J'ai changé mon adresse légale, dissimulée jusqu'à mes mouvements bancaires. Tout légal, mais méticuleusement calculé. Pour lui, j'avais simplement disparu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'étais plus présente que jamais. J'ai commencé à envoyer, de temps en temps, des messages anonymes. Pas agressifs. Pas offensants. Juste, subtils. Calculés. Du genre. Tu te souviens de ce voyage qui n'a jamais eu lieu? Tu rêves encore de ce que tu as perdu? Tu t'es regardé dans le miroir aujourd'hui? Et toujours avec des profils différents. Des emails créés uniquement pour ça. Aucun lien traçable. Un rythme irrégulier. Parfois une semaine, parfois 2 jours. Parfois à minuit, parfois à 6 heures du matin. Je voulais qu'il ne sache jamais quand cela viendrait. Mais qu'il sache que cela viendrait. L'effet a été immédiat. Une connaissance éloignée, qui avait encore des contacts avec lui, m'a dit que Carlos devenait paranoïaque. Qu'il se mettait à regarder autour de lui dans la rue, demandant s'il était suivi. Qu'il pensait que son téléphone était sur écoute. Qu'il répétait sans cesse. Elle m'observe, je sais qu'elle m'observe. Il est même allé au commissariat pour essayer de déposer une plainte contre moi. Le problème? Il n'avait aucune preuve. Aucune menace. Aucun lien direct. Juste, des sensations. La commissaire lui aurait dit. Vous êtes poursuivi par vous-même. Cela aurait dû être la fin. Mais l'univers ou le karma, qui sait, a décidé de m'aider. Malgré tout ce que j'avais effacé et ma disparition des radars, j'avais conservé un ancien numéro uniquement par précaution, sans photo, sans statut, sans que personne ne sache que je l'utilisais encore. C'était mon seul lien avec le monde réel, et c'est par là qu'une nuit, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Fernanda. Oui. Cette Fernanda-là. L'amante. Le message était direct, presque froid. Juste pour que tu saches, il est revenu vers moi. Il a essayé de renouer. Je lui ai ri au nez. Il est détruit. Et toi, eh bien, tu as gagné. Je n'ai pas répondu. Inutile. Mais cela m'a donné une idée. J'ai contacté un ancien camarade de faculté. Il était organisateur d'événements, toujours entouré d'influenceurs et d'aspirants à la célébrité. Je lui ai demandé d'organiser un événement fictif, un cocktail de networking avec entrepreneurs et créateurs de contenu. Et de mettre le nom de Carlos sur la liste VIP comme s'il avait été invité grâce à son prestige. Évidemment, il y est allé. Il est arrivé sur son 31, comme au bon vieux temps. Il a posté sur Instagram, saturé de hashtags du style « Nouveau cycle, connexion authentique, renaissance professionnelle ». À peine entré, il circulait déjà, le sourire plaqué au visage. Jusqu'à ce qu'on lui remette une carte. Une simple enveloppe blanche, avec son nom écrit à la main. À l'intérieur, une seule phrase imprimée. Tu n'as pas été invité. Tu as été rappelé. D'après mon contact, il a quitté l'événement sous le choc, les yeux rouges, sans prononcer un mot. Il a désactivé ses réseaux sociaux le lendemain. Et il a disparu de la scène publique. Moi, je suis partie en voyage. Pas comme une fuite. Mais comme une libération. J'ai acheté des billets pour un endroit que j'avais toujours voulu voir, mais où je n'avais jamais osé aller. J'ai voyagé avec un sac à dos à travers des villes où personne ne me connaissait. J'ai discuté avec des inconnus, ri de petites choses, laissé le temps s'écouler lentement. Et un jour, assise dans un café à Barcelone, quelqu'un m'a demandé. Vous êtes marié? J'ai souri. Je l'ai été. Mais maintenant, je suis simplement libre. Carlos est toujours en vie. Mais il ne vit pas. Il tente de se reconstruire avec les morceaux d'un passé qu'il a lui-même réduit en miettes. Et le plus cruel? Plus personne ne le blâme. Plus personne ne s'en soucie. Il est devenu une note de bas de page. Une histoire que plus personne ne raconte. Quant à moi, j'ai recommencé à respirer. À rire. À dormir en paix. La vengeance a été complète non pas quand il a souffert.
Mais quand il a compris qu'il n'y avait aucun retour possible, que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait été, ne subsistait désormais que dans un endroit où lui-même ne voulait plus aller, sa propre conscience. Commentaire de Madame Reddit. Vous savez ce que j'aime le plus dans cette histoire ? C'est que la narratrice n'est pas tombée dans le piège de mesurer sa vengeance au nombre de larmes versées par le traître, mais à la certitude qu'il porterait à jamais le poids de ses actes. Carlos n'a pas seulement perdu son emploi, sa réputation et ses relations, il a perdu le droit de contrôler son propre récit. Sa vie n'est plus qu'un brouillon déchiré, sans fin heureuse, tandis qu'elle continue d'écrire de nouveaux chapitres, libres et lumineux. La véritable victoire n'a pas été l'humiliation publique, mais le silence calculé qui a transformé chaque souvenir d'elle en un miroir où il ne voit plus que son propre échec.